C'est vendredi, c'est le podcast AWS en français. Aujourd'hui, nous parlons de certification, comment se préparer à la certification Architecte Pro. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. C'est vendredi, nous sommes dans vos applications de podcast tous les vendredis matin. Cette fois-ci, ça sent bon la rentrée, début septembre. Et en général, avec la rentrée, viennent des bonnes résolutions. Par exemple, peut-être vous allez passer une certification AWS. Et bien, dans cet épisode, on va vous expliquer comment vous préparer à la certification Architecte Pro. Et on va parler des certifications en général. Avec mon invité, qui est Patrick Sarr. Tu es Solution Architect, basé à Bruxelles. Tu t'occupes des clients dans le monde financier, si je ne me trompe pas, et j'ai repéré récemment, il y a quelques mois, un bouquin qui permet d'aider à la préparation de cet examen Architecte Pro. Puis je regarde les noms des auteurs et je vois Patrick Sarr. Je me dis mais tiens, mais je le connais lui. Et donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion pour t'avoir dans le podcast. Merci d'avoir accepté de passer ton temps avec nous. On peut peut-être commencer par une question générique. C'est quoi les certifications AWS, juste pour que tout le monde puisse embarquer avec nous, et puis après on rentrera dans le sujet de la préparation vraiment. Merci Sébastien pour l'invitation, c'est avec plaisir que j'ai accepté. Alors les certifications AWS, comme les certifications professionnelles en général, sont là pour valider des connaissances, une expérience, un parcours professionnel sur un certain nombre de sujets. Il y en a sur des sujets tels que le développement, l'administration d'environnement cloud, mais il y en a aussi sur des sujets plus spécifiques tels que les données, tels que l'analyse de données, les bases de données, le machine learning, etc. Donc, et dans chacun de ces aspects, il peut, pour certaines d'entre elles, y avoir différents niveaux dans la certification, un niveau plus basique, on va dire, le niveau associate, et un niveau un peu plus approfondi, le niveau professionnel. Et donc ça sert aux professionnels que vous êtes à montrer à votre employeur actuel ou aux futurs employeurs votre niveau de connaissance sur AWS, en tout cas d'avoir une certification externe qui dit voilà, c'est pas juste un truc sur mon CV, je connais vraiment quelque chose sur AWS. Si vous êtes freelance également, et puis pour les partenaires AWS, les boîtes de consulting, ils doivent avoir un certain nombre de personnels certifiés pour garder leur statut ou monter en statut de partenaire. Donc il y a grosse activité de certification en fin d'année en général quand il faut renouveler ces certifications. Le tout premier niveau s'appelle Cloud Practitioner. On va pas trop en parler aujourd'hui. C'est vraiment une certification qui permet de définir le vocabulaire de base du cloud, c'est quoi le paiement à la demande, la disponibilité, avoir les principaux services de fondation. La première certification vraiment plus technique qui est demandée en général, c'est l'architecte Associate, donc le premier niveau d'architecte qui montre qu'on connaît bien les fondations d'AWS, C2, le réseau, le stockage, les bases de données, un peu le serverless, etc. C'est quoi la différence entre le niveau Associate et le niveau professionnel ? Alors, la première différence, c'est la cible. Le niveau Associate s'adresse avant tout à des gens qui ont une certaine expérience, mais qui sont relativement nouveaux sur AWS. Donc, ils peuvent, je crois que dans le guide officiel, on cite que la personne qui passe l'examen doit avoir au moins 1 an d'expérience en tant que praticien sur les services et les technologies cloud AWS. Pour l'associate. Pour l'associate. Dans la pratique, il est possible de passer la certification associate sans avoir une grande expérience, mais simplement en suivant une formation, en expérimentant avec le tiers gratuit qui est disponible pour la plupart des services AWS, par exemple, vous-même sur votre environnement cloud personnel. Si on a un peu joué sur la console et qu'on a un peu joué avec les services et qu'on est capable d'étudier et de mémoriser quelques petites choses, on doit pouvoir la passer, l'associate. Oui. Oui. Alors ensuite, la pro, elle, s'adresse avant tout à des gens qui ont davantage d'expérience. Donc le guide officiel cite au moins 2 ans d'expérience d'utilisation des services AWS dans la conception et la mise en œuvre de solutions cloud. Donc c'est vraiment être dans ce rôle de solutions architect, d'architecte de solutions, et de travailler sur des besoins clients et de mettre en place des solutions qui répondent à ces besoins.
Là, en revanche, mon sentiment, pour l'avoir passé dans le passé, il y a plus de 3 ans, donc techniquement, je suis plus certifié là maintenant, mais j'ai déjà passé et réussi cet examen. Il faut vraiment avoir mis les mains dedans, quoi. Il faut avoir travaillé sur AWS, bien connaître les différents services, les différents types d'architecture, comment les services se combinent et s'utilisent entre eux. Je pense pas que c'est un examen qu'on puisse passer juste en potassant, en bouquinant. Alors, il y a peut-être des exceptions, mais c'est très compliqué en tout cas, je pense. Hein. Si vraiment on veut démarrer sans avoir jamais mis les mains dans le cambouis, sans avoir la moindre idée de ce qu'est un projet de solution, de design de solutions sur AWS, ça paraît effectivement assez difficile. Donc là, il faut vraiment avoir une expérience, non seulement de l'avoir fait, mais de l'avoir fait aussi dans des situations et des projets un peu plus complexes. C'est pas juste je crée une fonction lambda qui va aller taper sur des données sur un bucket S3. Voilà, c'est en général des solutions un peu plus élaborées que ça auxquelles on doit avoir été confronté. Et donc cet examen, il est là pour valider les compétences qu'on a pu accumuler et cette expérience qu'on a pu accumuler et qui se base sur le corpus de bonnes pratiques d'AWS qui s'appelle le Well Architected Framework. Framework qui est un des piliers qu'il faut connaître pour passer ce genre de certification. Les concepts, les connaissances qui sont validées dans cette certification sont groupées en domaines. Je crois qu'il y en a 4. Quels sont les 4 domaines qu'il faut maîtriser pour passer cet examen d'architecte pro? Alors, ces 4 domaines correspondent en fait aux activités, aux 4 grandes catégories d'activités auxquelles un architecte de solution va être confronté dans son travail quotidien. Donc, le premier domaine, c'est qu'est-ce que je dois faire pour adresser la complexité d'une organisation et mettre sur pied un environnement AWS. C'est prendre en compte les aspects de connectivité qui sont liés au réseau, prendre en compte les aspects de contrôle qui sont liés à la sécurité, prendre en compte les aspects de résilience, la continuité business, prendre en compte des environnements complexes où je vais avoir pas juste un compte AWS, mais plusieurs comptes dans une organisation, typiquement. Et puis, faire tout ça en tenant compte aussi des aspects coûts qui sont importants. Hein. Le but est de rester relativement frugal quand on va bâtir une solution. Donc, qu'est-ce que je fais pour garder les coûts sous contrôle quand je vais ensuite mettre sur pied ma solution? C'est vrai que les architectes, traditionnellement, en on-premises, ils ont leur liste d'exigences de ETs, comme on dit en anglais, Security, Availability, Scalability, et Cost est un ET aussi, même si lexicalement il ne se prête pas au jeu de mots, mais Cost est une contrainte en tout cas qu'il faut intégrer dans ces architectures. Werner Vogel s'en parlait d'ailleurs pendant la conférence re:Invent à Las Vegas l'année passée, et il avait introduit ce concept du frugal architecte, l'architecte frugal, qui tient compte de cela. Je me souviens de questions dans la certification qui dit choisissez the most cost-effective solution. Et donc parfois dans les réponses possibles, il y a des réponses justes, mais qui sont juste plus chères que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut connaître les prix, mais il faut connaître les ordres de grandeur globalement des prix des services. Donc ça c'est le premier domaine. Je suppose qu'on va parler de Transit Gateway en multi-région, multi-compte, Control Tower, tout ce qui est la gestion, le management des comptes. Mission, les droits de sécurité, etc. Tous ces aspects-là, effectivement. Deuxième domaine. Alors, le deuxième grand domaine, c'est tout ce qui regarde la conception de nouvelles solutions. Donc, je démarre d'une page blanche. J'ai des besoins métiers qui ont été exprimés. J'ai des objectifs par rapport à ces besoins métiers en termes de sécurité, en termes de résilience, en termes de performance, en termes de coûts. En général, j'ai un budget qui n'est pas illimité. Et donc, comment est-ce que je fais pour mettre en place une solution avec les services AWS qui correspondent à ces objectifs, qui répondent aux attentes du métier? Donc, en partant encore une fois d'une page blanche. Donc, c'est simplement à partir de ma connaissance des services AWS, choisir les bons services, les bonnes fonctionnalités dans ces services. Pourquoi est-ce que, par exemple, je vais choisir une base de données plutôt qu'une autre? Pourquoi est-ce que je vais choisir une solution de compute plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui justifie ces choix?
quel est le rationnel derrière ces choix. Donc, c'est tout ce qui est dans le métier d'architecte. Finalement, le métier d'architecte, le cœur du métier. Comment prendre une décision et pourquoi est-ce qu'on la prend et documenter ces aspects-là. Est-ce que je vais utiliser Lambda plus DynamoDB ou EKS plus RDS, Voilà, par exemple, en partant par d'une exemple. feuille blanche. Donc ça, c'est en général quand Oui, même la solution confortable pour un architecte. Il n'y a pas tout oui, un legacy oui. à traîner. Quel est le troisième pilier? Alors, le troisième pilier concerne l'amélioration de solutions existantes. Donc là, je pars d'une baseline, j'ai quelque chose, une solution qui a déjà été développée, déjà été mise en place. Et ben, mon but, c'est de m'assurer qu'au fil du temps, je vais continuer à apporter des améliorations au fur et à mesure. Donc, ça peut être lié à deux aspects. Ça peut être lié à une évolution de la demande métier qui peut évoluer dans le temps. Je peux avoir plus d'exigences en termes de temps de réponse, en termes de performance, en termes de nombre de requêtes qui vont atterrir sur mon application. Et puis tout simplement, je peux aussi devoir tenir compte d'autres aspects tels que malheureusement, sur le marché, il va y avoir de nouvelles failles de sécurité qui vont être identifiées, de nouveaux types d'attaques que je vais devoir prendre en compte, notamment si c'est une application web. Euh, et puis, tout simplement, AWS fait évoluer ses services, ses fonctionnalités constamment. Et donc, est-ce que dans un an, dans 2 ans, ma solution est toujours la solution optimum par rapport à tous ces éléments de contexte? Pas juste les besoins métiers, mais aussi le contexte AWS qui évolue. Et donc là, on va parler de maintenir en condition opérationnelle optimale une infrastructure existante. Ça veut dire probablement du monitoring, de l'observabilité, de la gestion des risques, la détection de malware, des choses comme ça. Je pense à des services comme Amazon Core Duty ou Detective qui doivent être impliqués dans ce pilier-là. Quatrième et dernier Parfait. pilier ou Alors, domaine? le dernier domaine concerne tout ce qui est migration et modernisation des applications existantes. Donc, par exemple, vous avez une application qui est on-prem dans votre data center et le but est de la migrer sur le cloud pour différents motifs. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Quel est le processus de migration optimal pour votre application? Quel choix est-ce que vous allez faire en termes d'architecture de solution? Est-ce que vous faites simplement ce qu'on appelle un lift and shift, hein, soulever, Mhm. déplacer? Je prends mon application telle qu'elle est et je la déploie. Je prends les images, par exemple, de mes machines virtuelles et je vais les déployer dans le cloud tel quel. Ou est-ce que j'en profite pour améliorer la solution par rapport à l'environnement cible? Par exemple, en utilisant des services managés, j'ai une base de données on-prem d'un certain type. AWS offre différentes sortes de services de base de données. Est-ce qu'il n'y en a pas un parmi ceux qui sont offerts par AWS qui peut m'aider et m'affranchir de devoir gérer de tous les aspects opérationnels de la base de données? Et aussi fournir d'autres avantages, bien entendu, en termes de sécurité, de fonctionnalité, etc. Donc là, on va parler de migration de données, DMS par exemple, Data Migration Service. On va parler peut-être de scénarios autour de VMware. Si tu parles de lift and shift, c'est souvent VMware. On parle de mainframe modernization? Non, probablement pas. C'est trop pointu. On touche On touche un peu. légèrement le topic, mais on ne va pas spécifiquement dans Mm-hmm. le. Faut pas faire les différences entre le replatforming et le rehosting, ce genre de nuances. Donc ça, ce sont les 4 domaines qui sont adressés par cet examen. À quoi ressemble l'examen? Déjà, peut-être comment est-ce qu'on passe? Est-ce que je m'inscris en ligne, je suppose, et puis je dois aller dans un centre d'examen? On peut le passer en ligne aussi. Comment ça se passe? Oui, alors les deux choix sont possibles. Soit on va dans un centre d'examen et puis donc on s'enregistre en ligne, bien évidemment, on fait le Mm-hmm. choix, hein. Je Mm-hmm. passe sur place dans un centre d'examen spécialisé ou je le passe en ligne. Si je le passe dans un centre d'examen, je me rends dans le centre d'examen et puis je me retrouve dans ma petite cabine face à mon écran avec une feuille de papier et un stylo et rien d'autre à répondre à toutes les questions pendant le temps imparti. Le Si et c'est en rien ligne, d'autre le et rien d'autre est intéressant parce qu'on doit quasiment se déshabiller à l'entrée, tout laisser, on est pratiquement. tout nu devant son écran quasiment, on doit tout laisser dans un locker. Et il n'y a pas que des gens AWS, enfin je veux dire, je me souviens, moi à côté de moi j'avais quelqu'un qui passait une certification Microsoft et de l'autre côté Cisco. Oui. Ce sont des centres d'examen génériques qui font Oui. passer des certifications en général. Oui. Mais alors ça peut se passer en ligne aussi?
Ça peut se passer en ligne, alors on peut le faire chez soi, au bureau, comme on le souhaite. Et alors l'important, c'est que vous soyez dans un espace qui soit cloisonné, c'est-à-dire que ça peut pas être un open space avec des gens qui passent devant, derrière vous, ça n'ira pas. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, le, le- le contrôleur de l'examen va au préalable vous demander de tourner votre caméra pour bien contrôler que l'espace dans lequel vous travaillez n'a pas justement de portes ouvertes avec des gens qui sont assis juste à côté de vous, qui pourraient vous souffler des réponses à des questions, ou bien vous n'avez pas de livre ou de smartphone ou de tablette à côté de vous pour vous aider. Oui, donc il y a un humain qui vérifie pendant toute la durée Oui, de l'examen qu'il n'y ait pas de mouvement suspect. oui, Ça a deux objectifs. Il y en a un, c'est pour pas tricher évidemment, mais c'est pour pas fouiller les questions aussi. oui. S'assurer que les questions restent bien euh, confidentielles. Ok, donc ça c'est le déroulement de l'examen. À quoi ressemble une question et combien il y en a et combien de temps j'ai pour tout répondre? Ça fait Ok. beaucoup de questions d'un Alors, coup, désolé. Allons-y dans l'ordre. il y a deux types principaux de questions. Alors, les questions sont toutes à choix multiples, mais dans un cas, c'est un choix multiple simple, c'est-à-dire on a typiquement quatre réponses, pardon, et parmi les quatre réponses, une seule est correcte. Et on a donc trois réponses qui sont là pour vous distraire. Alors, le degré de distraction est plus ou moins fort en fonction des réponses, et on va avoir aussi une stratégie pour répondre à ces questions, comment en profiter. Et vous pouvez aussi avoir des réponses correctes multiples. Vous pourrez avoir par exemple le choix parmi 5 ou 6 réponses proposées et devoir choisir 2 ou 3 réponses parmi ces options. Donc les deux sont possibles, c'est clairement expliqué, c'est clairement exprimé dans le descriptif de la question. On vous dit si vous devez choisir une, deux ou trois réponses parmi celles qui sont proposées. Donc il n'y Oui, a donc pas de... on vous piège pas. Non, non, il y a pas de piège. C'est clair. Et il y a des points négatifs aussi si je réponds mal. Alors donc c'est un point important, il y a pas de point négatif pour une mauvaise réponse, donc il faut bien répondre à toutes les questions. N'hésitez pas, même quand vous n'êtes pas sûr, Au répondez hasard. quand même si c'est au hasard ou si vous hésitez entre deux réponses, c'est pas grave, répondez quand même, parce que dans le pire des cas, vous aurez juste, alors que si vous ne répondez pas, vous n'avez aucune chance, voilà, vous n'avez pas de point. Vous n'en perdez pas, mais vous n'en avez pas non plus. Donc, On sait jamais, sur un malentendu, ça peut toujours marcher, comme disait, tout à fait. comme disait l'autre. Euh, D'avoir passé le niveau associé et le niveau pro une paire de fois, je me souviens que les questions associées étaient relativement, je vais pas dire simples parce que mais relativement courtes en tout cas, 2-3 Oui, lignes, et elles se focus sur un service. C'est une question sur Lambda, sur EC2, sur EBS, etc. Tandis que les questions pro, il y a tout un contexte. Vous êtes un architecte dans une solution, une société qui fait ça, etc. C'est tout juste si on décrit pas le business model de la société. Il y a un truc assez long à lire. Et puis les réponses sont très longues oui, aussi. Et ça implique plusieurs services. C'est une combinaison de plusieurs oui. services. Ça prend du temps juste de lire toutes ces questions, non? Ça prend du temps, effectivement. Donc, l'examen en total dure 3 heures. Alors, 3 heures, c'est la version euh, standard. Et en tant que, euh, comment dire, comme l'anglais n'est pas votre langue principale, votre langue maternelle, vous avez droit à 30 minutes supplémentaires, mais il faut le demander. Pas oublier de le demander juste avant de s'enregistrer pour l'examen. Sur le site, vous pouvez avoir le bénéfice de ces 30 minutes supplémentaires pour Oui, chaque examen. les Je, examens ne sont plus traduits. Ils l'ont été à une certaine époque. Les pros, je sais pas, mais les associés ont été traduits à une certaine époque. Maintenant, ils le sont plus. Donc, il faut demander ce crédit de temps complémentaire quand on n'est pas oui, un quand native l'examen English n'est pas speaker. en Mais ça fait français, effectivement. 3 heures et demie de questions à lire. Oui, oui, ça fait. Alors, bon, il faut relativiser ça par rapport au nombre de questions. Donc, il y a au total 75 questions qui sont posées. Donc, sur 3 heures, je vais prendre le temps de base, c'est entre 2 et 3 minutes par question. Donc, on ne peut pas se permettre de passer ne serait-ce que 5 minutes sur une question qui est complexe. Même je peux avoir, comme tu le disais, une question où j'ai une page A4 qui est Waouh. remplie entre le contexte de la question et toutes les différentes réponses. Je ne peux pas passer 5 minutes dessus. Je dois faire dans le pire des cas, essayer de me concentrer, de passer 3 minutes, pas plus. Si j'ai un doute, il y a toujours la possibilité
marquer la question pour y revenir après. Et donc, les 30 minutes supplémentaires que vous pouvez avoir peuvent vous servir aussi pour ça. Donc, et c'est un des conseils que je donnerais, c'est de partir sur ces 3 heures, l'objectif des 3 heures, et de se garder un peu de marge comme ça en fin d'examen pour pouvoir revoir les questions sur lesquelles on n'est pas sûr encore à 100% de la réponse. Et comme ça, on a un petit peu de temps pour revoir, échanger, faire des modifications si on le souhaite. Tu dis qu'il faut passer relativement rapidement dessus, 3-4 minutes, mais parfois la différence entre la bonne et la mauvaise réponse, c'est un mot, c'est une petite subtilité. Oui, le rapide oui, et tout est relatif. Il faut bien lire l'énoncé de la question, ça c'est extrêmement important, parce qu'effectivement, parfois, comme l'exemple que tu citais tout à l'heure, hein, on cherche la solution qui est la plus efficiente par rapport au coût. Hein, donc, c'est vraiment, quand vous avez ce genre d'attribut dans l'énoncé de la question, il faut bien entendu le noter et y faire bien attention. Voilà, donc ça oui, effectivement, il faut absolument lire avec attention l'énoncé de la question. Pareil, dans les réponses qui sont proposées, lisez-les attentivement. Ça va vous permettre en premier d'identifier les distracteurs les plus évidents, les réponses qui a priori ne sont pas correctes et que vous allez pouvoir mettre de côté, pour vous focaliser sur ceux qui sont a priori parmi lesquels se trouve la bonne réponse. Donc perdre moins de temps. Est-ce qu'on peut aller dans un exemple de question et voir à quoi ça correspond? Alors la question est en anglais, je ne sais pas si comment on peut faire, est-ce qu'on la traduit? Oui, on va la traduire à la volée. À la volée. Donc, oui, prenons un exemple qui est tiré des 10 questions d'exemples qui sont fournies officiellement par AWS pour l'examen SE Pro. Alors, une équipe est occupée à bâtir un formulaire HTML qui est hosté sur un bucket S3. Et le formulaire utilise du JavaScript pour envoyer les données sur une API qui est définie sur API Gateway. Alors, l'endpoint de l'API est intégré ensuite avec des fonctions lambda. Et l'équipe, jusqu'à présent, a testé l'API Gateway, hein, les différentes méthodes de l'API Gateway sur la console API Gateway, et à chaque fois, ils ont obtenu de bonnes réponses. Donc, a priori, tout va bien. La question qui est posée est quelle est la combinaison d'étapes que l'équipe doit compléter de telle sorte que le formulaire puisse poster les questions de manière successful, enfin de manière effective, oui, que ça fonctionne, à l'API Gateway, donc à l'endpoint sur l'API Gateway, et recevoir une réponse valide. Alors là, pour avoir déjà joué avec ça, je sais qu'il y a du corse dans la réponse. Alors, rien à voir avec l'île de beauté, évidemment. Je parle de cross-origin resource, j'oublie toujours l'acronyme. Resource sharing, c'est ça. Dire à un domaine, enfin une page web qui vient d'un domaine, qu'elle peut appeler des API sur un autre domaine ou un autre hostname. Donc ça, c'est le contexte, déjà assez long. Quelles sont les réponses possibles? Donc, bonne intuition, Seb, effectivement. Donc, parmi les questions, on va en retrouver qui sont liées à Corse. Hein. Donc, la première réponse possible, c'est configurer le bucket S3 pour qu'il autorise qu'il autorise Corse, en fait, hein, donc qu'on puisse faire ces appels cross-domaine. La deuxième réponse, c'est héberger le formulaire sur une instance EC2 plutôt que sur S3. La troisième réponse, c'est demander une augmentation du quota de l'API Gateway. La quatrième réponse, c'est autoriser Corse, cette fois-ci sur l'API Gateway. Et la dernière réponse, c'est configurer le bucket S3 pour l'hébergement de sites web. Et il y a combien de bonnes réponses là? Et j'ai oublié de préciser effectivement qu'il faut choisir 2 réponses parmi les 5 proposées. Alors allons-y. Mon approche dans ce genre d'examen, que ça soit associé ou pro, c'est d'éliminer les distracteurs, donc la réponse qui n'a rien à voir. Et en général, même syntaxiquement, on la reconnaît parce qu'elle parle de tout à fait autre chose. Alors ça peut être plus ou moins subtil. En associé, c'est assez évident. En pro, ça peut être un peu plus subtil, je suppose. Mais ici, la réponse C2 est clairement out of scope. On va pas aller mettre notre formulaire derrière un Apache sur une C2. On parle dans le contexte, dans la question d'hébergement sur S3. Donc éliminons celle-là. Donc il en reste
4. Donc c'est Core sur API Gateway, Core sur S3, augmenter les quotas d'API Gateway, et la quatrième c'est et qui reste non éliminé. configurer le bucket S3 pour le web hosting. Non, c'est ah oui, et configure. Ok, ben ça me semble un prérequis assez sain. Et comme il y a deux réponses possibles, je partirai déjà sur celle-là. Parce que si on fait pas ça, on peut pas servir le formulaire web. Donc il en reste 3, c'est Core sur API Gateway, Core sur S3, et augmenter les quotas sur API Gateway. Là de nouveau, mais là c'est mon intuition et mes années d'expérience de développement, je sais que quand il y a un formulaire qui appelle une API et que le hostname n'est pas le même, il faut du Core. Donc Core c'est probablement la bonne réponse, je l'avais déjà dit au début. Donc j'élimine le quota de l'API Gateway. Maintenant, comment je peux choisir entre Core sur S3 et Core sur API Gateway? Oui. Donc là, il faut imaginer, c'est pour ça, donc pour l'examen, vous avez droit à une feuille de papier et un stylo. Donc, vous pouvez très bien représenter le diagramme de flux pour mieux comprendre l'architecture. Alors ici, elle est relativement simple. Donc, on a juste un bucket S3. Donc, on a une page qui se charge à partir du bucket S3. Et quand je vais rentrer mes données, et puis peut-être cliquer sur le bouton Submit ou ce qui sera disponible sur la page web, ces données vont être transmises à l'API Gateway. Donc, il faut que quand les données arrivent sur l'API Gateway accepte l'appel qui vient d'une origine, d'un domaine, d'une origine qui est différente de la sienne. Donc ça doit instinctivement nous faire pencher dans une direction plutôt que l'autre. Vers l'API Gateway plutôt que vers S3. Donc là, a priori, on va devoir configurer Core sur l'API Gateway pour qu'elle puisse autoriser effectivement en entrée les données qui proviennent d'un autre domaine. Et donc les deux réponses seraient configurer Core sur l'API Gateway et activer le website sharing, enfin je sais plus comment ça s'appelle, le website hosting sur le bucket S3. Oui. Cette question me semble un peu simple et courte par rapport à la... simple et courte, c'est vrai, par rapport à d'autres. Alors elle se prête bien à ce genre d'exercice podcast audio, hein, on voit pas la question, on devait la dire uniquement, donc c'est un bon choix. Tout à fait. Vous verrez, parmi les exemples de questions qui sont proposés, il y en a qui font exactement une page A4 avec la description du contexte et puis les différentes réponses qui sont un peu articulées de manière différente, mais effectivement, en mode audio, c'est un peu compliqué. Alors, c'est bien que tu parles d'exemples de questions, parce que ça me permet de faire un enchaînement sur comment se préparer. Il y a des exemples de questions, on va y revenir. Il y a le bouquin que tu as écrit également, qui s'appelle en anglais AWS Certified Solution Architect Professional Exam Guide, Gain the practical skills, knowledge and confidence to ace the AWS exam on your first attempt. C'est une promesse, hein, sur le premier. Donc, écrit par toi, Patrick Sarr, et ton collègue Johan Wadia, j'espère que je prononce bien, et édité chez Pacti. Je vous mets les liens évidemment dans les notes du podcast. Comment on se prépare à ce genre d'examen? Alors effectivement, plusieurs approches. Alors, premièrement, si vous disposez ou si vous allez acheter le bouquin, bien entendu, lisez-le d'une couverture à l'autre. Je vous engage. On l'a écrit de telle sorte qu'il y a un mapping très spécifique, très précis entre les domaines qui sont couverts par l'examen et le contenu du livre. Donc, vous allez vraiment parcourir domaine par domaine à travers les différents chapitres du livre. Tous les sujets qui sont relatifs à ces différents domaines, toutes les activités, les tâches d'un architecte de solution pour répondre à ces différents aspects. C'est basé entièrement sur les recommandations du Well-Architected Framework et des bonnes pratiques AWS, que l'on recommande aussi comme lecture ultérieure. Donc, dans chacun des chapitres du livre, vous allez trouver un petit paragraphe à la fin de chaque chapitre qui recommande des lectures complémentaires pour renforcer certains concepts. On vous engage à les lire, c'est vraiment très important. Lire le livre uniquement ne suffit pas. Donc il faut déjà de l'expérience sur AWS en tant que praticien, en tant qu'architecte de solution, c'est encore mieux. Lire, bien entendu, connaître tous les éléments des différents domaines, le mieux possible, du mieux possible en tout cas. Et ensuite, à travers ces éléments complémentaires, le Well-Architected Framework
les white papers, les papiers blancs publiés par AWS. La documentation AWS, parfois c'est important aussi pour certains aspects qui ne sont pas encore bien clairs. Bon, le livre ne pouvait pas évidemment tout couvrir dans le détail, c'est vraiment impossible vu la somme de contenu qu'on adresse. Et donc ces compléments d'information sont les bienvenus et sont importants aussi à consulter. Et puis bien entendu, vous avez d'autres choses. Il existe par exemple un cours gratuit sur Skill Builder. Donc vous pouvez créer un compte sur Skill Builder, c'est gratuit là aussi. Il y a des centaines de cours qui sont de matériel accessible gratuitement. Et il y en a un qui est spécifiquement pour se préparer à l'examen SC Pro. Donc ça vaut le coup, là aussi, il va vous faire traverser les différents domaines du contenu de l'examen et puis pointer vers les questions qui sont publiées officiellement par AWS, cet ensemble de 10 questions. Oui, c'est ça, il y a 10 questions sur le site web que vous pouvez télécharger et regarder. Il n'y a pas les réponses notées, mais ça doit être... Les réponses, il y a les réponses maintenant ? Oui, les réponses sont fournies. Oui, les réponses sont fournies comme ça. Et avec une justification aussi pour chacune. Parce qu'à mon époque, il n'y avait pas les réponses. On pouvait télécharger 10 questions, mais on devait se débrouiller avec ça. Mais c'est assez facile sur des forums, sur Internet, de trouver les réponses à ces 10 questions, puisque c'est sont toujours les mêmes. Exemples, ils fournissent aussi les réponses et aussi une articulation de pourquoi. De pourquoi. Oui, parce que c'est pas tout d'avoir la réponse, il faut comprendre aussi pourquoi c'est juste ou pas. Il y a aussi des examens blancs pour s'entraîner. Oui. Tout à fait. Il y a aussi des examens blancs, il y en a un officiel par AWS qui est disponible aussi sur le site où vous allez vous enregistrer pour la certification. Il est payant. Le montant à payer est bien plus faible que celui de la certification. Bien entendu, je crois que c'était autour de $10. Ça a peut-être changé. Ouais. Et la certif, c'est 300 de tête ? Oui, c'est 300. Alors, sachant que si vous en avez déjà passé une, en général, vous avez eu droit à... Oui, si c'est une recertification, c'est moins cher. Un voucher. Mais même, tu peux utiliser un voucher que tu as eu dans le passé avec une autre certification. C'est aussi possible de le faire. En général, qui te donne 50% de discount sur la prochaine certification que tu vas passer. Si c'est effectivement la première que tu passes, malheureusement. Ceci dit, en général, le niveau pro, c'est payé par les employeurs. La plupart du temps. Ou alors vous êtes freelance et bon, ça rentre dans vos frais également professionnels. Tu parles de cours, je reprends ma casquette training puisque j'ai passé de longues années en training chez AWS. Il y a des cours également, des classes avec un instructeur qui vient ou en ligne pour 3 jours de classe sur architecte de base, enfin associate, et puis architecte pro qui prépare également. Ces formations sont certifiant, enfin pas certifiante, mais elle prépare à la certification. Je dois prévoir combien de temps, monsieur, si je veux me lancer dans cette aventure. Et non, évidemment, je me rends compte que ma question est un peu bateau, parce que suivant que je suis junior avec une année d'expérience derrière moi, ou si j'ai 20 ans d'expérience et que j'ai géré des serveurs Unix on-prem avant, on part pas de la même chose, mais on parle en semaine, en mois, en année. En règle générale, enfin, en imaginant qu'on se situe dans la cible de l'examen, c'est-à-dire un professionnel qui a déjà 2 ans d'expérience sur le domaine, tout le monde a des gaps, a des trous dans ses connaissances. C'est impossible, à moins d'y avoir travaillé peut-être pendant 20 ans, mais de connaître tout de bout en bout sur AWS. Donc il y a forcément des gaps à combler. Et donc, je dirais, il faut quand même compter quelques semaines. Je pense que la première fois que je l'ai passé, j'avais pas tout à fait 2 ans d'expérience dans le domaine, mais je travaillais quand même tous les jours sur AWS. Oui, c'était ton métier. C'était mon métier. J'ai dû passer, je pense, 2-3 semaines d'intense préparation pour pouvoir passer l'examen. Quand tu dis 2-3 semaines, c'est en plus de la journée de boulot normale, c'est pas 2-3 semaines full-time, oui, non, c'est 8 heures par jour. 2-3 semaines full-time. Okay. Mais par exemple, le week-end prévoyait un peu plus de temps. Une des choses que les clients me disent parfois, c'est que ils ont de l'expérience, ils ont 2, 3, 4, 5 ans d'expérience, mais l'expérience est limitée au champ d'utilisation de leur entreprise, ce qui est tout à fait normal. Et leur entreprise n'utilise pas X, Y, Z, et donc ils ne connaissent absolument pas X, Y, Z, donc il faut quand même potasser, essayer, expérimenter sur les domaines qui sont pas utilisés par l'entreprise. Oui, tout à fait. Et donc là, 2 possibilités. Première possibilité, ce que je conseillerais quand même toujours, c'est de partir du descriptif, qui est un descriptif relativement détaillé des domaines et du contenu de chaque domaine, qui est publié officiellement par AWS, et qui vous permet d'identifier assez rapidement
vos gaps par rapport à ce contenu? Ça doit enfin, ça doit sauter aux yeux relativement rapidement. Est-ce qu'on est confortable avec la mise en place d'environnements complexes sur AWS ou pas? Est-ce qu'on l'a déjà fait? Est-ce que pour moi, le réseau, c'est quelque chose de familier, ou est-ce que plutôt je Mhm. travaille sur tout ce qui est applicatif et base de données et je connais pas grand-chose au réseau ou à la sécurité? Et auquel cas, on arrive à identifier assez rapidement les domaines sur lesquels je devrais passer un peu plus de temps et approfondir. Et puis, ça ne veut pas dire que je ne dois pas regarder ceux que je connais, parce que dans ceux que je connais, il peut y avoir certains aspects que je connais moins que d'autres. Donc, ça vaut quand même le coup de parcourir vraiment tous les détails, pardon, le détail de tous les domaines et de prendre note, ok, voilà, des différents sujets qui sont couverts. La liste des services couverts par l'examen est également publiée, ceux qui ne sont pas couverts aussi. Ce qui permet d'identifier, voilà, ah tiens, ce service, ah oui, non, vraiment, je ne l'ai Mhm. jamais utilisé, je ne le connais pas, et de mettre une note, donc je conseille d'être assez méthodique dans son approche pour avoir Systématique. Ouais. oui, pour avoir le plus de chances de réussite, et puis surtout éviter de perdre du temps, de se rendre compte, voilà, une semaine avant l'examen, oh, j'ai complètement oublié, j'ai pas couvert ce sujet-là, donc C'est intéressant que la liste des services soit publiée parce que ça veut dire aussi on ne doit pas perdre du temps, entre guillemets, à étudier des choses sur lesquelles on ne serait pas interrogé. Je pense à des services plus exotiques dans le domaine des jeux, dans le domaine du oui, broadcasting, les services Elemental et des choses comme ça. Non, c'est pas, c'est pas dans le oui, scope c'est pas le sujet, pas de, avoir de de... questions détaillées sur ces services-là. Alors toi qui l'as passé quelques fois et qui a écrit un livre qui explique comment se préparer, c'est quoi tes conseils de haut niveau? T'en as déjà donné plein évidemment pendant cette demi-heure, mais si on doit résumer tes conseils pour se préparer à ce type d'examen. Euh, et je pense que finalement, enfin, bon, évidemment, identifier les gaps est absolument essentiel, mais je pense que avant de passer l'examen, pour avoir absolument confiance en soi, c'est bien de passer un examen blanc. C'est vraiment Mhm. pour moi ça doit servir en tout cas de signal d'alerte si jamais on n'a pas un score très très élevé à l'examen blanc. Un Mettons que calibrage en quelque sorte. oui, je dirais en dessous de 80% de réussite à l'examen blanc, il faut se poser la question de, ok, est-ce que je ne dois pas approfondir certains sujets? Et l'avantage de l'examen blanc, c'est qu'il va vous donner vos scores sur, par domaine. Et donc, vous allez voir si vous performez plus ou moins bien sur un des 4 domaines. Et auquel cas, bah, s'il y a un des domaines sur lesquels vous êtes plus faible que sur les autres, bah, vous savez que vous devez passer un petit peu plus de temps avant d'aller à l'examen, le vrai examen juste Ça après. sert à rien de le reprendre deux fois. Je suppose l'examen blanc, c'est les mêmes questions qui vont revenir. Alors, il y a, Enfin, il y a peut-être une banque de oui, questions je et pense qu'ils ont une banque de questions et ils font des rotations, donc c'est pas forcément inutile. Mais sinon, il y a aussi des examens blancs en ligne, autres Mhm. que l'examen officiel que vous pouvez trouver, certains gratuitement, d'autres Il nous paiement. reste 2-3 minutes avant de clôturer ce podcast. Comment on se retrouve embarqué quand on est solution architect dans l'écriture d'un bouquin pour se préparer à l'examen de certification pro? En plus, c'est pas, enfin, c'est un des examens les plus compliqués chez AWS. Alors, écoute, la première chose qui me revient en tête, c'est que quand j'ai dû préparer la certification SC Pro pour la première fois, il n'y avait pas ce genre de matériel. Il n'y avait pas de livre qui nous prenait par la main et qui nous guidait Mhm. dans l'étude, dans la préparation. Euh, alors que pour d'autres, là, on trouvait des livres, pour la spécialité réseau, la spécialité sécurité. Mais je me suis toujours dit, ouais, c'est quand même quelque chose, ça serait bien. Alors c'est vrai que voilà, il y a beaucoup le domaine est vaste, hein, le domaine du contenu est vaste, mais ça serait quand même utile d'avoir un peu de guidance là-dessus. Et donc un jour, un beau jour, quelqu'un de, je sais pas, un éditeur, je sais pas, qui m'a contacté sur LinkedIn en me demandant si je serais éventuellement intéressé d'écrire un livre avec eux. Euh, et bon, sur le coup, je me dis oui, pourquoi pas, effectivement, tout dépend du sujet, bien entendu. Et donc là, ce qu'ils m'ont proposé, c'était ce sujet pour la certification SC Pro. Et donc là, dans ma tête, ça a fait tilt, c'est-à-dire que voilà, ça avait le double avantage Ça répond à un besoin. de répondre à un Mhm. besoin et puis d'être aussi un nouveau challenge, une nouvelle expérience. Et donc j'étais curieux. À ce moment-là, j'avais déjà quelques années d'expérience derrière moi en tant qu'architecte sur AWS, et donc j'étais suffisamment confortable pour me dire que voilà, j'arriverais à peu près à
à être à l'aise sur la plupart des sujets. Alors, bien sûr, pas sur la totalité, hein. J'ai dû quand même approfondir dans différents aspects des domaines liés à la certification, mais néanmoins, c'était un bon point de départ. Et tu t'es trouvé un co-auteur, ou ils sont venus avec un co-auteur qui lui avait un peu d'expérience d'ailleurs. Quand on regarde sa bibliographie, il a déjà publié 3-4 livres avant. Oui, Johan a déjà écrit quelques livres avant, et pour Pact, d'ailleurs, hein, pour le même éditeur. Et donc, en fait, je me suis embarqué tout seul dans l'aventure, et l'éditeur voulait que j'accélère au fur et à mesure que les chapitres avançaient. Et quand j'ai vu que malheureusement, je n'arrivais pas à aller aussi vite que ce qu'il souhaitait, alors je leur ai proposé d'amener un co-auteur. Et je connaissais Johan du bureau de Bruxelles, et puis je savais qu'il avait déjà de l'expérience avec l'éditeur. Je me disais que ça faciliterait aussi l'acceptation de la part de l'éditeur d'amener quelqu'un comme Johan à bord. Et donc c'est comme ça. Johan a pu m'aider à accélérer, à prendre en charge certains chapitres pour qu'on puisse franchir la ligne d'arrivée un peu plus vite que prévu, que si je l'avais fait tout seul. En fait. Et c'est un projet de quoi, d'un an plus? Alors ça a duré un peu plus de 2 ans. Wow. Ça a duré, en soir et week-end alors. Un projet de longue haleine. Alors oui, j'étais pas full time dessus, donc c'était sur mes soirs, sur mes week-ends. Donc oui. Et question subsidiaire, ça paye d'être auteur chez Pacty? Alors, comme tous les auteurs, hein, il y a des royalties hein, qui sont versées aux auteurs. Mais voilà, je compte pas dessus pour mes vieux jours. En général, c'est ce que les auteurs me disent. Ça couvre même pas le temps qu'on a passé. Si on doit facturer de l'heure, le temps passé sur l'écriture, ça couvre pas ça. Expérience intéressante, en tout cas. Je suis en train de me tâter moi aussi depuis plusieurs années, mais j'ai peur de me lancer dans ce genre d'aventure. AWS Certified Solution Architects Professional Exam Guide, gain the practical skills, knowledge and confidence to ace the AWS exam on your first attempt, coécrit donc par Patrick Sarr et Johan Wadia, et publié par Pacty. Merci Patrick pour tes explications sur comment se préparer à cet examen qui est challenging. Hein. Il faut dire les choses. Enfin, je suppose ça a transpiré de notre conversation. C'est pas un examen à prendre à la légère. C'est quelque chose où il faut vraiment sérieusement se préparer. Et ce bouquin fait partie de l'arsenal d'outils que vous pouvez utiliser pour réussir votre examen de certification. Tous les liens vers les cours, les exemples de questions, le livre également sont dans les notes de ce podcast. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français jusqu'au bout. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. Je vous dis pas de quoi. C'est parce que ça peut encore un peu changer, donc je préfère ne rien dire là maintenant. Une chose est sûre, ça sera vendredi matin dans toutes les bonnes applications de podcast. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.